délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris. Je n'arrête pas de faire des interviews et des belles rencontres. Notre dernière rencontre date de Los Angeles, je crois, d'il y a au moins 6 mois, non, facile. Oui, au moins 6 mois. C'était un jour important, c'était pas le jour où ça devait être la fin du monde qu'on s'était revus. Décembre 2012. Voilà. Et puis non, en fait... Non, tout va bien. C'est une bonne nouvelle. Donc tu es l'auteur. Alors attends, alors là on n'en est plus à 70 000 copies, on en est à 100 000 copies de J'arrête de râler. Extraordinaire, ça fallait l'écrire quand même. Bah oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, la réussite du livre est plutôt la prémonition d'un bon avenir pour la population française. Ouais, c'était pas mal ça pour la jour du fin du monde, cette réalité d'arrêter de râler pour la nouvelle année, hein, c'est parfait. Voilà. Et donc tu voyages, tu fais des stages, tu fais des conférences. Et là on voulait un petit peu plus, parce qu'on a déjà fait cette vidéo sur J'arrête de râler, donc on va pas refaire la même, mais si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la retrouver sur internet en tapant nos deux noms, hein, ça se retrouve facilement sur YouTube. Quand on parle de victimisation, tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mode de victime ? Oui, je pense qu'en fait, c'est surtout dans un mode de communication. On a pris l'habitude, quand on parle, de se mettre dans la position de victime. On a pris l'habitude, en fait, de chercher à avoir raison et de faire en sorte que l'autre ait tort. Et donc de dire, voilà, je suis victime de toi, c'est toi le coupable, moi je suis la victime de toute la situation. Et c'est très très courant dans nos modes de communication. Ça commence par arrêter de râler, mais vous regarderez que les 3/4 du temps, quand on râle, c'est qu'en fait, on se met nous-mêmes dans le fauteuil de la victime. Et le problème avec tout ça, c'est qu'en fait, nos mots créent notre réalité. Et en fait, quand on communique avec les autres dans le fait qu'on est victime, on finit par croire ce qu'on dit, qu'on est victime, qu'on n'a pas les moyens. Et ce qui est terrible, c'est que quand on se met dans la position de victime nous-mêmes, en fait, ça veut dire qu'on donne le pouvoir à notre coupable. Et qu'on dit, en fait, c'est de ta faute, moi je suis coincé, le problème est trop gros, j'ai pas les moyens, en fait. C'est pas moi qui ai le pouvoir de régler le problème. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant de se lever le matin et de décider que quoi qu'il arrive, je refuse d'être victime de toute situation. Que ce soit victime du mauvais temps, victime du trafic sur la route, victime de mon employeur, victime de mon collègue, victime de mon mari, victime de mes enfants, victime de ma boîte mail, victime de ma montre, victime de mon ordinateur. Refuser d'être victime parce qu'en fait, on n'a pas forcément conscience de ça, mais on se met nous-mêmes dans la position de victime. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais pour moi, c'est une révélation. C'est clair et c'est comme... Est-ce que c'est la même chose de dire qu'on est 100% responsable de notre vie, qu'on reprend le pouvoir, en fait, le contrôle ? Alors, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas choisir dans notre vie. Dire qu'on est 100% responsable, je ne suis pas sûre. On est 100% responsable de la manière dont on vit notre vie. Donc, il peut se passer des choses et il y a certaines choses qu'on peut identifier. Donc, on refuse d'être victime. Ça, c'est un point de base, en fait. On refuse d'être victime. Alors après, il y a deux situations. Il y a les situations qui ne nous conviennent pas et on se dit comment je peux devenir acteur de changement sur ces choses-là. Et puis, il y a d'autres situations où on se dit soit je peux rien y faire. Et je mets aussi dans cette catégorie-là les actions, on se dit, je choisis de ne rien faire. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses où on pourrait changer, mais on choisit que dans le timing de notre vie, c'est pas le moment. On choisit nos priorités, quoi. Donc il y a des actions où on se dit, voilà, je suis pas victime, donc qu'est-ce que je peux faire autrement pour changer la solution ? Et puis il y a d'autres situations où on se dit, bon, je pourrais faire ça, mais en fait là, j'ai pas envie. Et c'est OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans ce cas-là, ça sert à rien de rester en victime. On décide que c'est pas parfait dans notre vie, cette zone-là en ce moment, mais on accède à une certaine paix par rapport à cette frustration. Toi, tu proposes des petits rituels comme ça pour essayer de vivre sa vie comme ça pleinement ? Alors déjà, moi, je propose de changer donc vraiment le principe « mes mots créent ma réalité » et je pars du principe qu'on peut avoir des pensées négatives. On peut sentir dans sa tête à un moment donné qu'on est victime. Et ça, on ne peut pas vraiment contrôler ça. Les gens disent qu'il faut penser positif. Moi, je trouve que ça demande une volonté. Enfin, ça me semble impossible pour moi de penser positif. Par contre, contrôler ce que je dis et mes mots que j'ancre dans ma vie, ça, c'est plus facile à contrôler, de prendre une certaine distance. Donc oui, des rituels que moi je propose, c'est de changer, de se dire finalement, si je peux changer mes conversations, si je peux changer mes mots, je peux changer ma perspective. Et donc de pratiquer notamment tout ce qui est pouvoir de l'affirmation, pouvoir de la déclaration. Finalement, au lieu de déclarer qu'on est victime et de dire que franchement, les autres sont des cons et qu'on n'y peut rien, on peut déclarer notre puissance, déclarer notre génie, déclarer nos rêves, déclarer nos intentions, déclarer qu'on va passer une bonne journée, déclarer qu'on va être brillant dans notre travail, déclarer que les personnes avec qui on travaille vont amener du meilleur d'eux-mêmes. Et on peut utiliser ça dans nos conversations, en fait. Voilà. Et parce que je sais que tu as le fameux bracelet, là, hein, ça fait partie des outils.
Oui. Fluo, carrément, pour pas l'oublier. Mais on a tendance à oublier après, c'est ça, ces outils, des fois, soit ça devient après, il y a une certaine superstition, soit on les voit plus, ils sont là, on a pris l'habitude de les voir. Alors en fait, ce qui se passe avec les bracelets, c'est que j'ai encore quelqu'un qui m'a dit hier que quand même, le bracelet faisait une différence. Parce que ce qui se passe, c'est que très souvent, on a des bonnes intentions. Par exemple, là, on est au Salon Zen, les gens visitent, et alors on voit plein de choses merveilleuses, plein de gens merveilleux, et on se dit, voilà, moi, c'est comme ça que je voudrais vivre ma vie. Je voudrais vivre ma vie avec ce genre d'activité, avec ce genre de personnes. Et alors là, on est un peu dans une bulle un peu exceptionnelle, mais le fait est que demain, on est repris dans la spirale du quotidien. Demain, on a tout le monde à préparer, on a notre boîte email qui est prête à exploser, on a toutes nos frustrations du quotidien qui reprennent le dessus, et donc cette espèce de belle intention, cette espèce de belle possibilité qu'on a vue pour nous-mêmes, on l'oublie. Et donc le bracelet, ça peut être ce bracelet, mais ça peut être n'importe quel bracelet ou autre chose, mais d'avoir un objet qui représente cette intention qu'on a pour nous-mêmes. Donc là, ce bracelet typique, c'est un bracelet J'arrête de râler. Donc c'est l'intention de communiquer autrement. C'est l'intention de dire si mes mots créent ma réalité, et bien donc je choisis d'ancrer dans mes relations avec les autres, un nouveau message, qui n'est pas un message de victime, qui n'est pas un message de dramatisation de la situation, mais qui est un message d'espoir, où on parle de ce qui nous fait vibrer, on parle de nos projets, on parle de nos intentions, et on ancre ça. Parce que très souvent, ces beaux projets qui émergent au Salon Zen, s'ils restent dans notre tête, ils disparaissent. Mais quand on commence à en parler aux autres, quand on commence à les ancrer dans nos communications, dans nos conversations, du coup, les autres nous le rappellent, les autres nous voient différemment, et ça change concrètement notre réalité. Et quand on perd le fil, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire quand on perd le fil ? Quand on commence vraiment à dévier. Déjà, si on a conscience qu'on commence à dévier, déjà c'est bon signe. Parce que c'est chiant, parce que par exemple, on recontinue de râler et on se dit c'est vraiment pas fait pour moi, là, c'est vraiment le truc, là, ça fait tellement partie du truc, on a l'impression que c'est notre identité, hein. Oui, alors très souvent, les gens se culpabilisent en fait. Ils sont dans une démarche de bien-être et en fait, ils arrivent dans une démarche de culpabilité. Et ça, il faut essayer de... Merde, pourquoi j'ai lu le bouquin de Christine, quoi. Voilà, je suis trop nulle, j'y arrive pas, je suis vraiment naze, je suis incompétente, j'y arriverai jamais, je suis vraiment quelqu'un de mal, je suis vraiment tordue, je suis vraiment folle, enfin bon, ou fou. Et alors, ce qu'il faut vraiment... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, on fonctionnait en mode autopilote et on est basé sur nos habitudes. Que ce soit râler ou que ce soit le désir de se mettre à la méditation ou le désir d'apprendre quelque chose de nouveau, le fait est que notre organisme va tout faire pour ne pas changer. Parce qu'on a des habitudes qui sont ancrées en nous et la recherche sur le cerveau nous dit que des habitudes, c'est littéralement des connexions neuronales. Et c'est normal, on a tellement de choses à gérer au quotidien que plus on peut mettre certaines choses en pilote automatique, plus on peut appréhender les imprévus. Donc c'est un peu sain finalement d'avoir... C'est un peu mode survie. Non, mais ça peut être sain d'avoir des automatismes. La question, c'est est-ce que mes habitudes sont au service de ma sérénité ? Donc, quand on veut arrêter de râler, par exemple, ou quand on veut reprendre sa vie en main, il faut vraiment avoir conscience que nos bonnes intentions ne suffisent pas. Et que si on n'y arrive pas, c'est pas qu'on manque de bonne volonté. Je pense qu'on est tous plein de bonne volonté. Ça, il n'y a pas de problème. On est tous plein de bonne volonté. Mais le problème, c'est que quand on veut changer quelque chose dans notre vie, on lutte avec nos habitudes. Et donc, on lutte avec nos connexions neuronales. Et donc, nos intentions ne suffisent pas. C'est pour ça qu'on dit que pour se créer une nouvelle habitude et pour créer des nouvelles connexions neuronales, et donc de manière ultime une nouvelle nature, parce qu'on change sa nature, il faut faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs. Et c'est pour ça que c'est très très intéressant pour les personnes, les auditeurs de la télé Lilou qui veulent changer certaines choses dans leur vie, que ce soit râler ou autre chose. C'est très intéressant de jouer avec cette notion de 21 jours et de se dire finalement, et si je me lançais un challenge ? Alors moi j'ai fait le challenge J'arrête de râler en 21 jours. J'ai aussi fait 21 jours en robe parce que je me cachais toujours dans mes pantalons. J'étais mal à l'aise avec mon corps. Je me disais c'est quand même dommage que je sois mal à l'aise avec mon corps. Donc j'ai fait 21 jours en robe. Mais donc de jouer avec ce challenge de 21 jours, avec cette idée qu'on peut se créer une nouvelle nature et se dire finalement, voilà, je suis au Salon Zen, il y a des choses qui m'inspirent, il y a des choses qui me font envie. Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie ? Et est-ce que je peux me lancer un challenge sur 21 jours pour m'aider 100 jours, hein, le défi des 100 jours. 100 jours, oui, bien sûr. Mais ça, c'est pareil. C'est quand on fait un effort conscient pendant une durée assez longue, on se développe une nouvelle nature. En fait, on crée une nouvelle réalité. On est à un endroit dans notre vie où on se dit « Oh, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop dur, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. » C'est pas dans notre quotidien, c'est pas rentré dans notre vie. Et donc, quand on se donne un défi sur 21 jours ou 100 jours, on fait rentrer quelque chose dans notre vie. Et du coup, cette chose devient notre nouvelle réalité. Maintenant, on a un nouveau jeu, un nouveau terrain de jeu sur lequel on joue, en fait. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que
faut vraiment prendre conscience que ce soit le challenge des 100 jours ou un challenge sur 21 jours, c'est que c'est pas à vie qu'on doit faire des efforts. On doit juste faire un effort pendant une durée finalement relativement limitée et après ça change notre nature, donc après ça devient naturel. Et moi je trouve ça génial, faut en abuser. Faut en abuser de cette chose-là. Ça donne du courage de continuer, d'aller jusqu'au bout et de se concentrer là-dessus parce que beaucoup de personnes commencent et finissent pas forcément. Alors très souvent quand on veut changer, dans un premier temps on est super excité. On se dit ah génial, je vais changer, alors on en parle à tout le monde, c'est vraiment au début de notre réalité. Et puis après on se rend compte que c'est pas si simple que ça parce qu'on est confronté à nos connexions neuronales et à nos habitudes et il n'y a pas de place dans notre vie aujourd'hui pour ce changement. Parce qu'on on est bien tous débordés, hein. On est bien d'accord, on est tous débordés donc il n'y a pas de place. Et donc du coup on essaye quelques jours et puis après on baisse les bras. On se dit ah c'est trop dur, pourquoi je me prends la tête, finalement c'est tellement dur de changer que c'est peut-être plus simple de rester où je suis. Et sauf que où je suis, ça commence à être un peu inconfortable quand même. Mais on est un peu dans ce paradigme de qu'est-ce qui me fait le plus souffrir, de rester où je suis et de pas changer ou de faire cet effort de percer. De percer et de se développer une nouvelle nature. Et là, c'est vrai que la persévérance, c'est vraiment un grand élément. La persévérance est aussi cette capacité à accepter qu'on est imparfait et cette capacité à accepter qu'on n'y arrive pas du premier coup et cette capacité à rester avec notre échec, entre guillemets, donc on essaye de changer et on n'y arrive pas. Et là, on peut fuir ou on peut rester et dire je continue. Et le seul moyen je disais récemment, je le dis en anglais, je ne l'ai pas encore réussi à très bien le traduire, mais c'est stay with terrible until it becomes incredible. Donc c'est rester avec quelque chose où on n'est pas content de soi, mais rester avec, pas fuir et pas se mettre sous le lit avec du chocolat et aller se cacher dans sa cave, mais rester avec et le confronter et de se dire non, cette chose dont je ne suis pas contente, je sais que je peux le transformer. Et rester avec et travailler avec. Vraiment le travailler jusqu'à le transformer en quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est la plus grande satisfaction de la vie. Je veux dire, c'est là, l'épanouissement personnel, il est là. Il n'est pas en s'achetant plus de choses ou en regardant la télé ou en faisant des voyages même sur les îles pleines du soleil. Le vrai épanouissement, il est là-dedans. Il est dans cette capacité à partir de quelque chose d'imparfait et de le transformer en quelque chose qui nous satisfait. À la limite, on aurait la chose déjà toute servie et on ne serait pas satisfait. On n'aurait pas cet épanouissement. L'épanouissement, c'est le processus. Très bien dit. Ton stage, je sais que tu fais un stage, si on peut te retrouver, si les gens veulent participer, te rencontrer, est-ce que t'es quand même une personne qui mérite d'être rencontrée ? Alors j'ai un tout nouveau site internet en français, enfin j'ai un site français, donc il y a j'arrête-de-râler.com, c'est le blog, mais j'ai un site qui s'appelle christinelevicky.com et sur lequel les gens peuvent retrouver un stage Wake Up que j'organise, c'est 3 jours, vraiment 3 jours de retraite où les gens se retirent du quotidien et c'est vraiment destiné aux gens qui veulent arrêter de vivre leur vie à moitié endormis. C'est les gens qui sentent bien, qui sont un peu endormis, mais d'un autre côté aussi qui voient bien, qui pourraient être éveillés. Donc c'est les gens qui sont un peu dans ce désir d'avoir une vie plus vibrante, plus percutante, d'être plus brillants eux-mêmes et qui quelque part se disent ok, j'ai ce désir mais je ne sais pas commencer, je ne sais même pas quelle direction prendre, j'ai bien conscience que j'ai mes limites intérieures et donc à l'issue de ces 3 jours, les gens repartent, ils savent quelle est leur brillance, ils se sont fixés des objectifs, ils ont une vision, ils ont des outils pour contrecarrer ce que j'appelle la petite voix rabat-joie qui nous tire vers le bas. Et pour vraiment avoir un plan d'action concret. Les gens repartent, ils ont une vision, des objectifs, des outils et ils savent donner une direction à leur vie. Après, à eux d'aller sur le terrain et à eux de transformer tout ça dans la réalité. Et donc le séminaire s'appelle Wake Up. C'est en France, hein, c'est pas à Los Angeles, là où tu habites quand même. Si, je le fais en France en avril, donc du 10 au 13 avril dans la région de Poitiers. Il y a des gens qui viennent de toute la France, même de Belgique et de Suisse pour ce séminaire. Et je le propose du 28 au 30 janvier 2014 en Californie. Ça sera en français. C'est destiné aux Français des États-Unis, aux Canadiens et aux Français de France qui ont envie de démarrer l'année avec ce désir d'entreprendre leur vie. La Californie, c'est le berceau de l'entrepreneuriat. En plus, en janvier, il fait beau. Donc, c'est bien aussi quand on vient de France de se dire, voilà, j'ai envie de démarrer l'année pour m'ouvrir l'horizon. On peut venir seul, on peut venir en couple. Je pense que beaucoup des participants vont venir et après vont partir faire un tour de la Californie. J'imagine bien, on fait Wake Up et après, on va voir le Grand Canyon, quoi. Et ça peut être une belle aventure. Tout un beau programme. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Lilou. Et plein de gros bisous. Tous les délicieux co-créateurs qui regardent, je vous embrasse très fort du Salon Zen de Paris. On vous embrasse. Merci. Au revoir.